Bonjour ou bonsoir, c'est Selon, bienvenue dans la 24e émission des Visages de la Recherche. Des hommes et des femmes créatifs, curieux, cartésiens, qui explorent l'horizon des connaissances dans tous les domaines et préparent ainsi notre futur. Gilles Van de Waal, bonjour, bonsoir. Bonjour. Maître de recherche FNRS en neurosciences à l'Université de Liège. Alors, dans votre jeune vie, vous étiez un excellent élève, obsédé par la biologie et la plongée sous-marine et le comportement des poissons. Et ce sont les dauphins qui peut-être vous ont donné l'envie de travailler le sommeil ? Exactement, donc les dauphins dorment avec un demi-cerveau à la fois. Et j'ai trouvé ça assez fascinant, essayer de comprendre comment ils avaient réussi à développer ça. Et au départ, donc, je me destinais, ou j'avais envie en tout cas, d'aller observer leur comportement et essayer de comprendre comment ils réussissaient cette prouesse, en fait. Alors, on fait un saut dans le futur. Aujourd'hui, donc, vous êtes maître de recherche FNRS et vous avez à Liège, j'ai été le voir d'ailleurs, le premier scanner IRM Tesla, qui est un outil extraordinaire pour explorer justement ce qui se passe dans notre cerveau. Alors ma question, qu'est-ce qu'il vous permet de voir et en quoi c'est crucial pour vous ? Alors évidemment, il ne nous permet pas de voir le cerveau des dauphins, donc j'ai dû me rabattre sur une autre espèce. Je suis donc allé vers l'être humain. Et cette machine extraordinaire, donc cette IRM 7 Tesla, c'est-à-dire qu'elle a un champ magnétique plus fort qui permet de voir les choses plus petites, en fait, d'avoir une bien meilleure résolution. Et donc pour moi qui m'intéresse au sommeil, c'est vraiment crucial parce que les structures qui régulent notre sommeil, dans ce qu'on appelle la partie sous-corticale du cerveau, elles sont très petites. Elles sont de la taille d'un grain de riz ou d'un petit pois. Oui. Et donc il va falloir essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce petit pois in vivo. Et donc meilleure on a la résolution, meilleures seront les images et les informations qu'on va aller collecter. Alors, évidemment, vous avez énormément de volontaires qui passent dans votre fameux scanner. Qu'est-ce que vous essayez aujourd'hui, dans votre recherche aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayez de voir, de comprendre ? Alors, il y a deux axes de recherche pour l'instant. Il y a le premier qui est d'essayer de comprendre le lien entre le sommeil et les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir qu'on pense que le sommeil contribue à éliminer les déchets du fonctionnement à l'éveil, des protéines. Et certaines de ces protéines, elles participent à l'apparition de la maladie d'Alzheimer. On parle par exemple de la protéine amyloïde bêta, qui est le résultat du fonctionnement des neurones. On en produit tous les jours, mais il faut donc l'évacuer correctement. Si ce n'est pas le cas, elles peuvent s'agréger et alors perturber le fonctionnement du cerveau et contribuer à l'apparition des problèmes liés à la maladie d'Alzheimer. Et donc le sommeil, d'après les dernières théories, il permet d'éliminer mieux ces déchets. Ça voudrait dire qu'on peut peut-être agir sur le sommeil pour aider à prévenir ou en tout cas retarder peut-être l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Alors, vous parlez de sommeil. Est-ce qu'avec un court sommeil, on nettoie aussi bien qu'avec un long ? Ou ça, vous n'en savez encore rien? Alors ça, c'est pas encore très clair. La durée du sommeil est peut-être pas le plus important. C'est la qualité. Ça va être la qualité du sommeil. Et donc, on sait, par exemple, que les gens qui souffrent d'insomnie, au niveau épidémiologique, ont un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont la développer, certainement pas, même dans la plupart des cas. Mais ça veut dire que si on a un sommeil qui est fragmenté, qui n'est pas profond, etc., on va avoir donc une moins bonne qualité de sommeil. Et donc, les fonctions du sommeil, y compris le nettoyage du cerveau, seront moins bien remplis. Alors, vous étudiez aussi, j'ai envie de dire, le rapport entre lumière et sommeil, lumière et cerveau. Voilà, c'est ça. Donc, un autre aspect de la régulation de l'éveil et du sommeil, c'est d'essayer de comprendre comment on peut agir sur le système qui fait qu'on dort ou qu'on est éveillé. Et il se fait que la lumière est un des facteurs clés de ces mécanismes parce que, ça nous maintient éveillés. On a déjà tous expérimenté que si la lumière est fort tamisée dans une pièce, on aura peut-être plus tendance à s'assoupir. Et donc, c'est un stimulant, un peu comme un boost de caféine.
qu'on peut s'administrer pour se maintenir éveillé. Et c'est aussi lié à l'humeur. Ça va avoir une régulation à long terme sur l'humeur. Et ça fait entrer en jeu un mécanisme qu'on appelle l'horloge circadienne ou l'horloge biologique qui dit à notre corps quand il faut dormir, quand il faut être actif. Et quand ces choses sont mal réglées par l'horloge biologique, ça contribue à une moins bonne humeur. Donc finalement, selon vous, une bonne balade au soleil, c'est aussi bien qu'un antidépresseur. Alors, ça peut être le cas, effectivement. Donc, en tout cas, dans le cas du trouble dépressif saisonnier, qui est donc vraiment une dépression clinique, selon les critères psychiatriques, et qui apparaît en hiver quand la durée du jour est plus courte, elle peut être traitée par ce qu'on appelle la luminothérapie, donc qui est l'exposition à la lumière le matin pour se donner un petit complément de lumière. Mais évidemment, ce petit complément de lumière, on pourrait aller le chercher soi-même en allant faire une balade à l'extérieur, à condition qu'il fasse beau, ce qui n'est pas toujours le cas en Belgique, évidemment. Mais dans nos sociétés hyper connectées et éclairées en continu, est-ce que nous ne sommes pas devenus des insomniaques biologiques ? Alors on pourrait effectivement, puisque maintenant on vit surtout à l'intérieur en tant qu'espèce humaine, avec des éclairages qui sont parfois moins forts qu'à l'extérieur la journée, donc on est peut-être en déficit par rapport à ce qu'on devrait naturellement recevoir, et par contre va être assez fort le soir, particulièrement avec les écrans qu'on est tous en train d'utiliser, avec des émissions de TV comme celle-ci, mais aussi avec nos smartphones qu'on peut emmener jusque dans notre lit. Alors là, on pourrait se donner trop de lumière le soir, à un moment où on devrait en recevoir moins, voire pas du tout. Et puisque j'ai dit que la lumière, ça excite, ça maintient éveillé, on va retarder l'arrivée du sommeil et dormir peut-être un peu moins longtemps ou un peu moins bien. Mais donc, face à tout cela, aux écrans nocturnes dont vous parlez, aux villes sans sommeil, est-ce que notre cerveau va devoir évoluer ? Alors là, c'est évidemment une question à laquelle je ne peux pas répondre. Non, mais vous y avez pensé. Alors, j'y ai pensé dans le sens où l'évolution, ça s'étale sur des milliers d'années. L'électricité et la lumière artificielle, elle est dans nos vies depuis 125 ans, 150 ans. Donc l'échelle de temps ne le permet pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, à mon avis? C'est plutôt essayer d'utiliser la lumière de façon intelligente pour qu'elle soit la plus adaptée la journée, la plus adaptée le soir. Et là, on pourra peut-être aider les gens à mieux dormir. Il faudrait donc imaginer une ville construite selon des rythmes circadiens. Alors, dans l'avenir, ça pourrait exister, c'est pas forcément si compliqué que ça. Donc la meilleure lumière, c'est la lumière du jour, et donc il y a toute une série de chercheurs qui plaident pour des bâtiments avec des accès à la lumière du jour importants, donc des vitres, mais qu'il faudrait évidemment qu'elles soient occultées la nuit, parce qu'on est quand même obligé de donner de l'éclairage dans nos rues la nuit pour des raisons, par exemple, de sécurité. Et avec une lumière particulière la nuit. Voilà, on va essayer d'éviter les lumières bleues, en fait. C'est la lumière, la partie bleue de la lumière. Donc, la lumière, elle est blanche, elle contient toutes les couleurs, mais la partie bleue, c'est ce qui a le plus d'impact sur notre biologie et sur notre sommeil. Et donc, on aurait intérêt à en mettre plus la journée. À certains moments, on pourra un peu se stimuler et être bien éveillé. Et par contre, en mettre beaucoup moins le soir et pas du tout la nuit pour ne pas s'empêcher de dormir. Alors, comme chercheur, quelle est aujourd'hui, pour demain, votre utopie, votre rêve le plus fou ? Alors, mon rêve le plus fou, ça serait pour moi d'essayer vraiment de comprendre comment les petites régions du cerveau auxquelles j'ai maintenant accès avec ma très belle machine parlent entre elles. Et comme ça, on pourrait mettre au point un système qui permettrait pour chacun de déterminer en fonction de comment son cerveau fonctionne, quelle est la meilleure façon de mieux dormir, la meilleure exposition à la lumière, les choses peut-être à ne pas faire pour ne pas augmenter ses risques de développer la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, une sorte de thérapie personnalisée. Voilà, et donc je pense que c'est possible, alors pas tout de suite, mais en accumulant les données qu'on a maintenant grâce à notre appareil qui nous donne une résolution qui est maintenant suffisante, je pense que c'est vraiment possible. Tout ça combiné avec d'autres aspects de la recherche. Je ne vais pas évidemment résoudre à moi tout seul toutes les questions. À Liège, vous avez une équipe ?
que vous dirigez? Tout à fait, oui. On a une équipe Vous de êtes combien? chercheurs. Doctorants, postdoctorants? Alors, dans mon équipe, on est une douzaine. Ah, oui, Maintenant, ouais. avec mes collègues qui utilisent la même machine pour d'autres questions scientifiques, on est plutôt 80 chercheurs à essayer de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain, en particulier grâce à la machine IRM. Oui. Là, vous êtes vraiment un commando de guerre, de recherche, là. Alors, si vous voulez... En 80, c'est énorme. Voilà, c'est une belle troupe, en tout cas, qui essaye de mieux comprendre, alors pas que le sommeil, mais donc qu'est-ce qui fait qu'on vieillit bien au niveau cognitif, qu'est-ce qui fait qu'on va développer la maladie de Parkinson peut-être, qu'est-ce qui fait que la cognition reste performante à tous les âges, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour mieux vivre et mieux traverser les quelques décennies qu'on a. Vous travaillez aussi avec des pays étrangers, je pense aux États-Unis, qui pour l'instant sont dans un triste état de recherche. Alors, il y a beaucoup de collaborations, collaboration, beaucoup d'interactions, et notamment particulièrement avec la machine dont vous parliez, parce qu'il y en a peu dans le monde, et donc il y a vraiment une belle solidarité internationale à comment essayer de faire fonctionner ça au mieux, parce que c'est un bel appareil, mais il y a beaucoup de challenges qui coûtent très cher aussi. Alors d'ailleurs, peut-être que votre scanner IRM Tesla, tout le monde n'en connaît pas l'existence, et donc vous avez envie, vous m'avez dit, de lancer un appel ici en disant il est aussi à la disposition de chercheurs en Belgique. Ah, il est à la disposition de n'importe quel chercheur qui aurait envie de venir utiliser notre machine. Alors forcément pas trop loin, il y en a d'autres ailleurs, mais donc c'est compliqué à utiliser, mais on fournit les compétences et les services pour que quelqu'un qui a une idée, une envie d'étudier le cerveau de façon assez pointue, on puisse vraiment le seconder. Et donc il ne faut certainement pas hésiter à nous contacter pour profiter de cet appareil unique en fait. Oui, alors moi je suis venu, j'ai été voir votre appareil, et vous prenez beaucoup de précautions pour rentrer dedans, parce que c'est un aimant tellement puissant que s'il y a n'importe quoi, il rentre dans la machine. Exactement, donc l'IRM est sans danger. Le seul danger, c'est d'avoir du métal dans le corps ou sur soi. Et donc, s'il y avait une pièce de monnaie dans la poche, elle pourrait s'échapper et faire presque une balle qui pourrait blesser quelqu'un. Donc, on est vraiment très, très prudent à ce niveau-là. Et on vérifie aussi que les gens qui auraient des choses implantées dans le corps sont compatibles avec ce genre de machine. Merci d'avoir été mon invité. Et puis, vous pouvez, bien entendu, retrouver ces interviews, ces capsules sur les sites de la Libre, de l'ADH et de Vers l'avenir.